Je représente le mouvement Eden Guyane. Eden Guyane qui fait partie du collectif Stop Déchets. Donc au sein de ce collectif, nous sommes nombreux. Au niveau des interventions, nous aurons M. Olivier Goudet de Trop Violence, M. Fabien Canalbi du MDF qui parlera du carburant essentiellement, et Yvan Lois qui parlera du panier de la ménagère, des loyers, de l'eau, des charges, etc. D'accord? Donc sans plus tarder, je vais passer le micro à M. Olivier Goudet que je vous demande d'accueillir avec des applaudissements. Alors merci à vous, merci d'être présents, merci d'être nombreux. Alors donc je caractérise tendance à dire ah ouais ça y a beaucoup de monde, mais ça qui est là déjà est important, déjà beaucoup. Alors excusez-nous aussi pour petit retard, puisque à 18h30 il est pratiquement 19h20 au moins. Alors à Soya, nous qui débattre, mais nous qui informer les autres à cette situation qui, depuis plus de 14 mois, nous sommes mobilisés. 14 mois, c'est 1 an et 2 mois. Et vraiment remercier tous les partenaires, remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré jusqu'à maintenant. Nous là, nous présents, à part un rassemblement politique, à part un rassemblement pour manipuler, mais tout simplement pour nous essayer, ouais, si nous arriver à faire la vie à baisser, nous faisons une patcher démarche. Nous avons initié une réunion et je tiens à remercier tous les partenaires, tous ceux qui étaient présents. Je tiens également, parce qu'il faut avoir le courage souvent de le dire, de remercier M. Rodolphe Alexandre. Nous va y nommer quand même. Parce que l'important, puisque le mot qui ont travaillé, dit après sa réunion, il y a quelques petites fractures qui fait parce que, pourquoi ça m'aura dit ça, c'est parce que nous tous nous allons Guyanais et M. Rodolphe Alexandre dit bien sur place, il était bien sur place en notre première réunion, et à ça qui fait que le jour-là, eh bien, il l'a encore. Et pour ça, un rassemblement a fait partie aussi du collectif Stop Vichy. Côté, nous fait beaucoup de chemin. Nous rencontrons beaucoup de monde, nous avons essayé d'avancer la collectivité territoriale, nous avons expliqué les autres ça aussi, qui nous rêver et qui ça nous obtiennent, mais qui ça nous l'est, puisque nous avons demandé une table ronde dernièrement, nous avons à une conférence qui est proposée nous, et après ça, nous autres là, nous sommes là à Soya. Donc, moquer surtout laisser développement pour Ivan, comme nous avons notre réunion, donc après ça, il faut encore arriver. Donc, pour le moment, on a appelé Fabien, qui est développé et qui explique les autres à ce carburant, puisque nous, la vie chère, dans le secteur, il y a le panier de la ménagère, il y a le carburant, il y a une panoplie de points qui nous a réglés, et à tout ça, à ce moment-là, les autres pour expliquer les autres. Ben non, même pour Fabien. François, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est qu'au niveau du collectif, on s'est constitué pour poser la question de la vie chère. Mais c'est pas pour dire bon, on fait la montée, tout est cher en Guyane, on est allé à tel endroit, ou alors on est parti en vacances, mon Dieu c'était cher. Non. Il y a un problème de vie chère en Guyane sur un territoire où plus de 50%, un foyer sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'un foyer sur 2, si vous prenez 100 personnes, 100 foyers, il y a 50 foyers qui ont moins de 800 € par mois. Et parmi ces 50-là, il y en a 25 qui se débrouillent avec moins de 500 €. C'est sourcé, ce n'est pas nous, c'est des faits.
imaginez tout ce qui est là, si vous aviez 500 € par mois, comment vous faites? Donc ça veut dire que au quotidien, nous avons des voisins, des compatriotes qui sont dans la survie. Et donc je vous dis ça au départ pour comprendre que, je m'arrête sur le carburant, parce que c'est une question que je suis depuis pas mal d'années, mais c'est global, c'est ce qui va être dit, quand il va intervenir tout à l'heure, c'est la question du panier de la ménagère, d'accord? Donc ces fameux foyers-là, comment ils font? C'est la question de l'eau, de l'électricité. Les billets d'avion, c'est pas un luxe, les billets d'avion. Prendre l'avion pour aller en Martinique, on doit aller en France. Oui, parfois on y va pour des vacances. Mais parfois, il y a des gens qui se déplacent par nécessité familiale. Il y a des gens qui se déplacent pour se soigner. Donc, quand vous avez, et ça, c'est là aussi c'est effet, un Guadeloupe-Guyane avec Air France à 900 €, c'est un clientèle. Cette compagnie-là. D'accord? Quand vous avez, on a eu des prix récemment, 45 minutes de vol, un Cayenne d'Hélène à 900 €, 45 minutes de vol. Et aujourd'hui, il y a une réalité, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons la vie en direct, on voit comment en Europe, les gens, il y a des publicités Paris-Barcelone, Paris-Casablanca à des prix sur Transavia, sur Ryanair. Bon, on voit les prix, il n'y a pas photo. Donc, il faut bien que tous, on se mette dans ce contexte-là. Un contexte global de vie chère. Une fois qu'on est conscient de ça, tous on le fait, c'est essayer de comprendre les mécanismes. Donc, je vais vous apporter sur le carburant quelques éléments du mécanisme. Et puis après, c'est dire là et autour de vous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on réagit individuellement ou est-ce qu'on se dit, puisque on forme une société, nous sommes en Guyane, est-ce qu'on se dit, mais trouvons les voies et moyens pour dire stop à ces mécanismes? Alors, ce que je vais vous dire, je vais essayer de vous donner des faits, essayer de vous renvoyer à des éléments qui sont sourcés, c'est-à-dire que ce que je dis, ce n'est pas quelque chose qui sort de mon imagination, c'est sourcé. Il y a des sources. D'accord? Par exemple, si je parle du rapport de l'Inspection générale des finances sur la régulation du prix du carburant de mai 2022, si vous allez sur Internet, vous allez le trouver. D'accord? Il fait une cinquantaine de pages, il dit un certain nombre de choses sur la SARA, puisque c'est la SARA qui approvisionne la Guyane en carburant depuis 2008. Auparavant, on faisait autrement. Et ceux qui ont connu cet autrement-là, cette époque-là, avant 2008, tout le monde dira, mais l'essence a coûté moins cher, gaz a coûté moins cher. D'accord? Ça, c'est une réalité. Même si quand on a eu les avec la SARA, il y a un des représentants de la SARA qui a dit non, le carburant coûtait plus cher avant que ça coûtait aussi cher. Donc, mais il n'a pas pu nous le démontrer. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai essayé d'avancer parce qu'on est là jusqu'à 21h. Mais il me semble que la question du carburant est assez importante parce que pour moi, elle démontre des mécanismes. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que globalement, alors moi, je fais partie d'un parti politique et je vais qualifier ça, mais vous n'êtes pas obligé de le qualifier comme ça. Nous sommes dans une situation coloniale, nous sommes une colonie de la France, et nous sommes dans un rapport de domination. Et dans ce rapport de domination, de dominant-dominé, la France qui nous domine, dans son action quotidienne, dans sa pratique, elle nous méprise. Parce que c'est nous qui devons nous débrouiller pour payer nos carburants. Il y a un décret, il y a eu des décrets qui sont sortis.
Et il y a un prix, donc le prix du carburant, la structure du prix du carburant, elle n'est pas pareille qu'en France. En France, il n'y a pas un octroi de mer sur le carburant. Il n'y a pas de taxe spéciale sur le carburant en France. Et sachez que les taxes en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, les taxes sont moins élevées que les taxes sur le carburant en France. Et pourtant, le carburant coûte plus cher en Guyane, alors que les taxes sont plus basses. Donc, ça veut dire que le prix du carburant lui-même sans les taxes, il est plus cher qu'en France. Alors, je n'aime pas, vraiment je n'aime pas, à titre personnel, toujours me comparer à la France. Je reviens de la COP30 au Brésil, où il y avait un seul prix pour dire que nous sommes amazoniens. Jessica Delariette, nous sommes amazoniens. Nous faisons partie du bassin amazonien, des Péruviens, des Brésiliens, tous les pays du bassin amazonien, nous partageons des choses. Et il faut être là-bas pour pouvoir le mesurer. Il faut participer aux manifestations. D'accord? Nous avons des autochtones, nous avons des personnes qui ont connu l'esclavage, qui ont vécu l'esclavage différemment. D'accord? Alors, j'aime pas trop dire, me comparer à la France, mais il y a un élément aussi, il y a un fait, c'est la France qui dirige la guerre. Donc, c'est la France qui organise la vie guyanaise, l'économie de la Guyane. En particulier, la gestion des carburants, la question des prix du carburant. Donc, si on enlève les taxes qui sont plus basses en Guyane, le carburant est plus cher. Et pourquoi il est plus cher? Parce qu'on nous impose d'avoir du carburant aux normes européennes. C'est pour ça que nous sommes allés à la Sarah Martinique. Du carburant aux normes européennes. Donc, d'un côté, je vous dis, nous sommes amazoniens, mais de l'autre, on m'impose de passer sous la loi européenne. Et donc, les normes européennes, et on va y revenir, on est obligé de nous conformer aux normes européennes parce que nous sommes français et européens. Donc, on doit prendre du carburant aux normes européennes. Sauf que ce carburant aux normes européennes qu'on prend, il nous est fourni par la Sarah, qui a une raffinerie en Martinique. Et cette raffinerie de la Sarah, c'est la plus petite raffinerie du monde. Donc, pour fournir le marché des 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, on a affaire à la plus petite raffinerie du monde, donc par conséquent, elle est plus chère. Mécaniquement, elle est plus chère. Cette raffinerie elle est ancienne, et ça c'est dit aussi dans le rapport que je vous ai cité, le rapport de mai 2024 de l'Inspection générale des finances. Elle a souvent des arrêts. Donc elle est obligée de s'arrêter. Donc quand vous vous arrêtez, vous avez un arrêt, vous devez continuer à payer les salaires, etc., les charges. Donc vos prix sont plus élevés. Et elle est souvent à l'arrêt, cette raffinerie. Et depuis 2009, en 2009, la Sarah raffinait 70% de ce qu'elle vendait. Aujourd'hui, elle raffine 40% de ce qu'elle vend. Ça veut dire que quand la Sarah vend 100 litres de carburant, elle en a raffiné 40. Ça veut dire qu'elle va chercher des produits finis ou semi-finis. Parfois, elle fait venir des produits semi-finis, elle met de la poudre de perles de pépette, des additifs, et elle vend. Et donc, quand le prix est cher, parce qu'on passe par cette raffinerie, parce que le rapport dit que si on devait aller chercher des produits finis, que des produits finis, le prix descendrait de 15 centimes. Il sera à moins 15 centimes par litre. Mais même à ce niveau-là, le prix est encore cher. Pourquoi le prix est cher? Parce que dans ce prix-là, de litre du carburant, nous payons ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est la loi française et européenne. C'est pour financer la transition énergétique. Nous sommes en Amazonie,
Rodolphe Alexandre est là, il a commandé en 2011 un rapport sur le carburant. Ce rapport disait que le plus gros pollueur de la Guyane, ce n'est pas le trafic automobile. Le plus gros pollueur qui émet des polluants, c'est la centrale de Décatégate. Ce n'est pas le trafic automobile. C'est dit dans le rapport 2011. Mais on nous impose, quand je parle de rapport de dominant, une loi qui dit que dans le carburant, vous devez payer des certificats d'économie d'énergie. 7 centimes par litre. Donc, 15 plus 7, 22 centimes. 22 centimes, ça n'est pas rien. C'est de la génération du franc. Un franc, c'est 15 centimes d'euros. Là, on est à 22 centimes d'euros. Et ces certificats d'économie d'énergie, nous étions en réunion lundi dernier. M. Duménil, qui revendique 45 ans d'expérience dans le domaine des carburants, il a travaillé avec Texaco, avec ESSO, ceux qui ont connu ESSO en Guyane. Il expliquait que ces certificats d'économie d'énergie vont passer à 9 centimes l'année prochaine et ils vont se terminer à 24 centimes à la fin de l'année prochaine pour financer la transition énergétique dans un pays comme la Guyane où le trafic automobile n'est pas le plus grand polluant. Et nous ne sommes pas un pays pollué. D'accord? On n'a pas d'usine, on n'a pas de pollution telle. Et il y en a quand même une dont on ne parle pas beaucoup. C'est la pollution de la fusée. D'accord? On parle si peu de cette pollution parce que nous avons tous vu récemment qu'il y avait une espèce menacée. Le CSJ a été pris la main dans le sac pour cette espèce-là, condamné, mais il ne paie pas d'amende. Vous l'avez vu. Donc là aussi, c'est ce rapport-là. Je domine, soit vous faites vos procédures, mal arrivé, je ne vais pas sanctionner. Parce que j'ai des intérêts propres. J'ai mes intérêts propres en Guyane qui fait que je ne vais pas condamner à cette amende de plusieurs millions d'euros. Donc, quand on revient au prix du carburant, vous devez bien comprendre que aujourd'hui, quand on met toutes les taxes qu'il y a et quand on passe par la SARA, qui est la plus petite raffinerie, et quand on nous impose de passer par la SARA, le prix il est cher. Alors là où ça devient un petit peu problématique aussi, c'est que ce fournisseur qui est la SARA, ses actionnaires, ils ont un revenu garanti. Ça veut dire que dans leur activité, l'activité de la SARA, aujourd'hui vous êtes agriculteur, d'accord? Vous plantez, au moment de récolter, vous avez des intempéries, vous avez des pertes, d'accord? Et la SARA, quelle que soit son activité, la loi lui garantit un revenu de 28 millions d'euros par an, un bénéfice de 28 millions. Même si elle fait des pertes cette année-là, eh bien l'année prochaine, on compense la perte, parce qu'il faut qu'elle soit toujours à 28 millions. Il faut qu'elle dégage 28 millions de bénéfices. Et comment elle dégage 28 millions de bénéfices si l'activité n'a pas été bonne? C'est simple, en augmentant le prix du carburant. C'est écrit, hein, dans le décret d'application, tout a été expliqué. Et vous allez pouvoir le voir. Si vous allez sur Internet, je vous ai donné les références. J'ai dit, je parle de façon sourcée. Vous allez voir que c'est comme ça que c'est organisé. Parce qu'on considère que la SARA a une délégation de service public, elle rend service à la France en fournissant les 3 départements, les 3 régions en carburant. Et pour ce service-là, on doit lui garantir un bénéfice. 28 millions. Quelle que soit l'activité. Je vous apporte un autre élément qui figure dans le rapport. La SARA ne se contente pas de cette rente, parce que c'est une rente. Ça veut dire que vous, si vous êtes entrepreneur, eh bien, vous commencez l'année
comme on dit, priez bon Dieu pour rien pas arriver, pour qu'à la fin de l'activité, vous ayez payé toutes vos charges. D'accord? Et dégager, s'il le faut, un petit bénéfice. D'accord? Mais mieux, la Sarah profite de son exclusivité pour la fourniture de carburant. Alors hier on était à la radio, on dit on va pas parler de Jules parce que ça nous envoie quelque chose, pour charger la bourrée. Parce que nous, à l'arrivée, quelle que soit l'activité de la Sarah, c'est nous, consommateurs de carburant, qui payons. Et bien dans le cadre de cette délégation de service public, qui est en principe encadrée, la Sarah prend des libertés. La Sarah fait des investissements que nous payons. Donc ça veut dire qu'elle charge la bourrée, puisqu'elle va acheter autre chose. Elle va acheter autre chose, elle fait des investissements. Mais elle met sur la facture du carburant. Donc, comme elle le met sur la facture du carburant, c'est nous, consommateurs finaux, qui payons les investissements de la Sarah. Donc, on paye la facture du carburant, et en plus, il y a 28 millions de bonus salariés. Ça figure dans le rapport. Donc, il parle d'irrégularité. Donc, le carburant est cher pour toutes ces raisons. Et comme, cerise sur le gâteau, ça nous a été confirmé, mais c'est écrit aussi là dans le rapport, ça nous a été confirmé lundi dernier, le préfet nous dit moi, je signe. Donc, la Sarah dit ce mois-ci, ça va coûter tant. Elle transmet à la DCCRF, parce qu'en Martinique, c'est toujours la DCCRF, c'est pas encore, nous, c'est la DGCOFO, parce qu'on a servi de laboratoire en Guyane sur la simplification, enfin, entre guillemets, la simplification administrative, on a rapproché des administrations, et donc, la DCCRF Martinique, la Sarah, dit le carburant, ça va coûter 100 ce mois. Le préfet de Martinique signe pour la Martinique, le préfet de la Guadeloupe pour la Guadeloupe, et le préfet de Guyane signe pour la Guyane. Sauf que la Sarah, c'est la Sarah qui décide du prix qu'on va payer tous les mois. Pourquoi? Parce que la DCCRF Martinique qui est chargée de contrôler l'activité de la Sarah n'a pas les moyens de contrôler l'activité de la Sarah. C'est écrit dans le rapport. C'est-à-dire que et nous le voyons, nous le ressentons, il y en a qui disent ça tout le temps, on va dire, mais comment? Vous ne pouvez pas comprendre, triper pour la PC et nous payer les sons affichés. Tout le temps, on fait cette réflexion. Alors, l'explication de la Sarah, mais oui, mais nous avons des charges fixes, nous devons payer les salaires, vous savez, les salaires. Mais quand vous essayez de suivre, vous faites la courbe du prix du pétrole, ça descend, vous faites la courbe du prix du carburant, en Guyane, ça augmente. Et il y a une explication à cela. Toujours dans le rapport, la DCCRF Martinique n'a pas les moyens de contrôler la Sarah. Ça veut dire, sauf si le préfet de la Martinique me dit c'est faux ce que je dis, il va porter plainte contre moi, c'est la Sarah qui fixe le prix, qui dit ça coûte tant ce mois-ci, et le préfet signe. Et le préfet de la Guyane, il signe aussi. De toute façon, il est en Guyane, donc il signe ce qu'on lui donne. Donc quand vous additionnez toutes ces anomalies-là, déjà, à la base, l'obligation de passer par la Sarah, l'obligation de prendre du carburant aux normes, le bonus tous les ans qu'on donne à la Sarah, les irrégularités qui sont pratiquées par la Sarah, l'absence de contrôle par l'administration, à l'arrivée, ben c'est nous, les consommateurs, qui payons le carburant cher. 2 points à rajouter. Le gazoil à Oyapok, il est à 8 réals 24 quand vous payez par carte le litre. C'est multiplié par 0,16, je ne me rappelle plus, mais globalement, ça fait par. C'est 1,96 € je crois le prix du gazoil
aujourd'hui, ça fait 54 centimes d'euros de différence par litre. Donc, quand vous faites 10 litres de gasoil, vous économisez 5,40 €. Et en général, le réservoir de voiture, elle va dire 40-50 litres. Sur un plein, vous voyez un peu la différence. À Saint-Laurent, beaucoup de nos compatriotes achètent de l'essence qui vient d'Allemagne. Je ne connais pas le prix, mais c'est certainement beaucoup moins cher que les 1 € et quelques qu'on paye. Et les gens le font, c'est pas pour dire que c'est par plaisir. On en revient, je vous ai décrit le contexte qu'on connaît, c'est par nécessité. Alors maintenant, je reviens aux normes. Peut-être que j'accélère un petit peu. D'accord? Je reviens aux normes pour qu'on comprenne ça. Et ça aussi, c'est dit aussi, toujours dans ce fameux rapport. Donc c'est la dernière chose que je vais vous dire. Nous sommes à la norme Euro 6. Qu'est-ce que c'est que la norme? Et c'est ça qui a fait qu'on a eu ce problème pour la Sahara. C'est que les constructeurs font des moteurs de plus en plus sophistiqués et on met des normes aussi pour les émissions de polluants, entre autres le soufre. Donc, on était à la norme Euro 5, je ne me rappelle plus jusqu'à quelle date, et quand on est passé à la norme Euro 6, donc les constructeurs ils font des moteurs qui doivent répondre à cette norme-là. D'accord? Ça veut dire que actuellement, au Brésil, puisque leur carburant est moins, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, filtré que le carburant européen, au Suriname, leur carburant, ils ont des moteurs Euro 5. Mais quand on va au Suriname, l'auto n'a pas fait la fumée, hein? Ils ont des moteurs Euro 5. Et tous les constructeurs, y compris les constructeurs français, construisent des voitures avec des moteurs Euro 5 qu'ils envoient dans les pays qui tombent en la norme Euro 5. Quand vous allez à São Paulo, quand vous débarquez de l'aéroport São Paulo, vous avez Ford, Peugeot, Renault, Scania, Volvo, ce sont des usines qui construisent des voitures Ford, Peugeot, Scania, qui roulent au Brésil avec des moteurs Euro 5. Le Suriname n'a pas de constructeur, automobile, mais vous avez des véhicules qui circulent avec des moteurs à la norme Euro 5. Nous, comme nous sommes européens, nous sommes obligés de nous conformer et nous importons des véhicules à la norme Euro 6. Donc, le véhicule peut avoir, si le carburant n'est pas conforme, peut avoir des problèmes. Sauf qu'aujourd'hui, il faudra qu'on réfléchisse parce que le gazoil du Suriname se rapproche de la norme européenne. Donc on dit, parmi nos revendications, il faut qu'on envisage d'entrer en relation avec le Suriname pour voir si le Suriname pourrait nous fournir. Mais déjà, nos compatriotes de Saint-Laurent, ils se fournissent déjà. D'accord? Donc, mais il faut que, quelque part, on impose cette négociation-là pour qu'on puisse avoir ce carburant. Alors, c'est dit encore, vous allez dire, monsieur, c'est pas mon livre de chevet, mais dans ce rapport-là, il parle de la norme Euro 7. Ils ont déjà prévu la norme Euro 7. Mais c'est une norme. Elle est très, très, très restrictive. D'accord? Donc, tous les polluants, enfin, tous les marqueurs, ils les ont mis au plus haut ou au plus bas, comme vous voulez, qui fait que même les constructeurs ont dit on ne pourra pas faire ça. Et vous avez vu que cette semaine, l'Europe a fait une marche arrière sur le thermique. D'accord? Et pourquoi ils avaient prévu de sortir cette norme Euro 7 là. Ils ont prévu de la sortir et ils ont prévu de mettre des règles très strictes, tout simplement pour favoriser l'électrique. Pour imposer, au travers de normes très très strictes, imposer le passage à l'électrique. Sauf que le passage à l'électrique devient aujourd'hui problématique
parce que les Chinois dominent le marché de l'électrique. Et les constructeurs européens, BMW, Mercedes en tête, ont dit mais nous, il faut qu'on maintienne le thermique, parce que nous sommes bons dans le thermique. Et si on passe à l'électrique, c'est faire le jeu des Chinois. Je résume, mais c'est en gros ça. Et donc, sous la pression, notamment la pression allemande, eh bien, l'Union européenne fait marche arrière parce que c'était 2035, plus de moteurs thermiques. Et ils ont fait marche arrière sur ça. Donc la norme Euro 7, elle ne va pas sortir. D'accord? Donc ça veut dire aussi qu'il y a la capacité, cette norme-là, si vous voulez, elle est, comment dirais-je, artificielle. La norme est artificielle en quelque sorte. D'accord? C'est un peu comme on nous empêche d'aller acheter du bœuf à Oyapok pour prétexte qu'il a la variole. D'accord? C'est des barrières artificielles qu'on met. Et donc, je termine en vous disant que je vais si vous voulez, je vous donne mon numéro de téléphone et je vais vous envoyer par WhatsApp un rapport que j'ai mis sur le groupe Vichère. C'est un rapport, c'est même pas un rapport, c'est une note. C'est une note qui a été faite par une Guyanaise qui s'appelle Mireille Jean-Gilles. Elle est mariée, elle s'appelle Mireille Pierre-Louis et elle vit en Martinique. Et c'est une experte en finance des collectivités territoriales. C'est vraiment une experte. Et Mireille Pierre-Louis a fait une petite note sur qu'elle a intitulé Laboratoire de l'ultralibéralisme. Elle écrit régulièrement des notes et elle explique dans cette petite note, je crois qu'elle fait 7 ou 8 pages. Donc, je vous donnerai mon numéro, je vous l'envoie par WhatsApp. Il faut la lire. Parce qu'elle, premièrement, elle défend bec et ongle l'octroi de mer. Parce qu'elle explique que c'est la seule ressource des collectivités territoriales sur laquelle les collectivités territoriales ont du jeu. Même si on va revenir sur l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer n'est pas si neutre que ça, d'accord, sur l'exonération, sur les taux pratiqués, sur les coûts du transport, mais elle explique aussi que la Guyane va devenir la variable d'ajustement de la France. Elle explique aujourd'hui la situation de la Martinique et de la Guadeloupe. Elle casse les mythes. Elle explique comment les collectivités outre-mer ont moins de dotations que les collectivités hexagonales. Elle explique comment les ménages outre-mer touchent 2 fois moins d'allocations. 2 fois moins d'allocations que les ménages hexagonaux. Ça n'a pas empêché le gendarme de Martinique de dire heureusement qu'il y a la France, sinon vous n'auriez pas touché d'allocation. Vous vous souvenez? D'accord? Mais il y a comme ça des mythes, des fantasmes qui sont divulgués et qui nous intégrons. Et elle explique justement aussi que les révoltes qu'il y a eu récemment en Martinique sont le fruit de tous ces mécanismes de Vichère. Donc nous aussi, quelque part, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais au rythme où ça va, ça devient tolérable. Donc on va aller vers des révoltes. Et souvent, si justement nous on n'est pas organisé pour éviter ça, ça va se retourner contre nous. Parce que les révoltes en Martinique, quelque part, ça s'est retourné contre les Martiniquais. Et les quelques mesures qui ont été prises, aujourd'hui, les prix flambent de nouveau en Martinique. Donc, est-ce que nous, on ne doit pas, sur la base de ce que j'ai dit sur le carburant, mais qu'on va retrouver sur les loyers, sur le panier de la ménagère, sur le prix du transport, toutes ces incohérences, toutes ces inégalités, toute cette discrimination, tout ce mépris. Parce que si je vous le dis, l'État est le premier à le savoir. Eh bien, à nous de nous organiser pour imposer un autre cheminement. Dire, la Sahara, arrêtez de couillonner-nous, parce que Oyapok, qui est Albina, il y a aussi les KPI taxes et l'essence à machin. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Il n'a pas vraiment terminé. Ça ne fait que commencer. Donc, je vais appeler un photographe.
Joa, qui va intervenir sur le panier de la ménagère et d'autres sujets. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Alors, un petit sondage déjà. Qui nous a entendu déjà sur les médias parler justement de nos travaux et de où nous en sommes aujourd'hui? Levez la main. Vous avez déjà entendu parce que je m'attendais à plus que ça. Bon, quand même. D'accord. Ok. Parce que je ne voulais pas faire de redite et je voulais peut-être avancer. Par rapport à ce que nous disait Fabien Canabi, justement, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire, nous là, qui sommes là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Madame, je vois que vous avez des idées. Je disais qu'il fallait tout détailler et étudier le pour le contre. Voilà. Analyser, continuer à analyser, continuer à faire ces travaux-là qu'on a fait finalement. Donc pour vous, je vois des oui, pour vous on a eu la bonne démarche, d'essayer d'analyser comment ça fonctionnait et puis de voir comment on peut contraindre ça. D'autres personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Moi, la seule chose que je dis, c'est sur le foncier, il faudrait libérer le foncier pour pouvoir planter, pour pouvoir s'épanouir. J'ai une formation, comme je le dis souvent, j'ai une formation au niveau agroforestier, mais au niveau agricole et forestier. Moi, j'attends qu'on me parle de l'agroforesterie, tout ça. Un développement qu'il faut faire pour améliorer au niveau de la nourriture. Je pense que quand vous avez été à Bénin, ils développent l'agroforesterie. Et c'est ceux qui nous manquent en Guyane. Et on n'a aucune école forestière en Guyane qui nous permet d'aller dans cet objectif-là. Voilà. Dans ça, au cas où vous attendez beaucoup de bagages, parce qu'on n'a pas d'école pour pouvoir justement développer ça, libérer le foncier, c'est une requête, une demande qui date de plusieurs années, et aussi faire par nous-mêmes. Faire par nous-mêmes, c'est ce que, en chantant, et si je synthétise bien, ce que vous avez dit. D'accord? D'autres propositions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est changer la fiscalité, notamment celle de l'outre-mer, qui est une fiscalité injuste et particulièrement problématique, puisque c'est une règle qui date, si on veut, du 15e siècle, qui sont toujours appliquées et qui en fait bénéficient à bien peu de personnes et surtout aux grands monopoles. Voilà. Revisiter l'octroi de mer, c'est-à-dire changer la taxe, enfin, donner son nom et comment elle calcule les choses, d'accord? Pas forcément la supprimer, c'est ça? Mais refaire calcul, refaire sa méthode de calcul. Ok. Bon, pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous questionne un peu sur comment faire et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que après 14 mois de travaux, quand même, 14 mois de travaux, avoir réussi à obtenir cette fameuse réunion, conférence en préfecture, et en fait se rendre compte que on est invité à cette conférence, les co-organisateurs sont CTG préfecture, d'accord? On a réintitulé une demande de table ronde en conférence, donc déjà, je pense que c'est au clair pour vous, une table ronde c'est bien différent d'une conférence. Les objectifs d'une table ronde ne sont pas les objectifs d'une conférence. Donc derrière, on nous a annoncé, lorsqu'on nous a invités à une conférence, que nous n'allons pas parler de solutions, que nous n'allons pas débattre des différents sujets qui allaient être abordés, et que en fait, les participants à cette conférence n'étaient pas porteurs de solutions. D'accord? Pourtant, autour de la table, il y avait la grande distribution, il y avait les distributeurs de carburant, quand même, qui se sont déplacés, de grands ports, il y avait la DG Copom pour les contrôles, il y avait des experts du loyer, puisqu'on a appris que les prix chers des loyers étaient hyper chers. Bref, des gens qui pouvaient apporter en fait, qui pouvaient échanger.
Et on a été quand même assez déçus de constater qu'on peut ne pas travailler avec nous. On peut ne pas travailler avec nous, mais on n'avait pas travaillé non plus avec ces acteurs, ces experts du loyer, du carburant pour les distributeurs de carburant, ni même la grande distribution. D'accord? Donc là, ce qui est important, parce que je vais parler du panier de la ménagère, je suis bien là pour ça, mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, on a des acteurs, on a été invités par le SOMOM, de ceux qui sont responsables de la Guyane. D'un côté, nos élus locaux, donc la collectivité territoriale de Guyane, et de l'autre côté, la préfecture de Guyane. On ne peut pas aller plus haut que ça pour le niveau Guyane. Et ces deux acteurs-là ont choisi d'être en conférence, en mode conférence, et ils ont choisi aussi les différents thèmes. Parce que le premier thème était le bouclier qualité-prix. Donc, apparemment, on va baisser les prix sur le panier de la ménagère qu'avec le bouclier qualité-prix. Alors que nous travaillons sur le transport, qui coûte hyper cher. On travaille sur les taxes, dont l'octroi de mer. On travaille sur même l'ouverture, on va dire, le développement du territoire, sur l'autonomie alimentaire. Enfin, on travaille sur tellement de sujets qu'aujourd'hui, réduire la baisse des prix sur le bouclier qui a été pris, en fait, c'est qu'on a compris, en tout cas côté État, que c'était très limité. Deuxième sujet qu'ils ont mis sur la table, là, effectivement, on était content, perspective du carburant. Fabien Canavi, on a parlé longuement tout à l'heure. Mais là, en fait, on attend l'étude réclamée par le collectif et que la CTG a engagée, une étude pour dire où on peut s'approvisionner, vous savez, et on attend les résultats de cette étude et on attend que finalement les collectifs finissent le travail. D'accord? C'est ça, sur les carburants. On attend que le collectif finisse le travail. Troisième sujet, la vie chère sur le fleuve. Alors là, on se disait que potentiellement, c'était réducteur quand même le fleuve, puisque la vie chère, elle est en Guyane. Mais elle est encore plus chère sur le fleuve, ça c'est sûr. Mais pas que le fleuve, mais pareil. Elle est encore plus chère dans les communes de l'intérieur. Imaginez ce que vivent les gens de Sahel. D'accord? C'est pas sur le fleuve. Après, effectivement, Carmont-Pic, etc., le fleuve, il est de deux côtés. Mais, sur la vie chère par rapport au fleuve, on est limité au gaz, à la bouteille de gaz. D'accord? Seule piste de réflexion, quand on nous a intitulé, quand on nous a invités à une partie sur la vie chère sur le fleuve, là-bas, la petite bouteille d'eau coûte 5 euros. 5 euros. D'accord? Là-bas, le sac de riz, 100 et quelques euros. Donc derrière, c'est pas que la bouteille de gaz le problème, mais la préfecture, la CTG, co-organisateurs, ont décidé que ça serait que la bouteille de gaz, la vie chère sur le fleuve. D'accord? Je veux que vous compreniez où on en est. Parce qu'on n'oublie pas que l'autre point, c'est qu'est-ce qu'on fait? La perte des perspectives. Ensuite, l'autre sujet juste après ça, coopération régionale. Coopération régionale. Et là, c'est intéressant, c'est marrant. La préfecture se retourne vers la CDG et lui demande c'est quoi votre avis sur le Mercosur? Alors, ils ont déjà donné, dans l'Hexagone, leur avis. ils ont déjà donné, en fait. Mais nous, on demande à la CDG quel est son avis. Bon, c'est intéressant. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir une conférence, Michel, pour demander là devant nous, comme un spectacle, à la CDG quel est son avis sur la question. Donc, la coopération régionale, ça n'est réduite qu'à ce sujet-là. Et après, bien sûr, quand même, on a parlé des frontières, du Brésil et tout ça. J'ai oublié de dire aussi que sur la vie chère concernant le fleuve, on nous a quand même annoncé par rapport à la loi vie chère, apparemment une possibilité d'enlever le coût du transport dans le prix des différents produits ménagers, où là on n'était plus que sur la bouteille de gaz, d'enlever le prix du transport. Mais on est bien fiers et bien contents d'avoir mené la fameuse opération avec un transporteur et un distributeur de bouteilles de gaz pour qu'on puisse se rendre compte que le poids du transport est important dans justement tout ce qui est produit. Dernier point, justement, les loyers.
les loyers. Pendant toute cette réunion, on a vu, hein, première partie, bouclier qualité-prix, des intervenants réagir. La grande distribution, le commerce, expliquait à la CDG que en fait, c'est dommage, à la préfecture, que c'était dommage qu'on ne les avait pas consultés, parce que le prix du panier à 25 €, ça va être compliqué, ils ne peuvent pas faire. Mais par contre, ils avaient déjà décidé d'une date de mise en œuvre et ils avaient déjà décidé que ça allait se faire comme ça. Et après, on se demande pourquoi les prix ne baissent pas chez nous. Mais en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle préfecture qui a décidé tout seul du prix du panier et qui a décidé toute seule d'aller se faire à telle période, à tel mois. Donc aujourd'hui, bien plus que, on remercie d'être là, parce qu'on a l'impression quand même que bien plus que les deux personnes les deux entités qui nous ont invités à une conférence, on a besoin de nous là, on a besoin des bonnes volontés, des cerveaux qui réfléchissent, des acteurs qui veulent bien, pour faire bouger les choses en fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre, parce que si c'est que sur le bouclier qualité-prix qu'on doit attendre pour pouvoir baisser les prix en gamme, on aura un problème. Comme on leur a dit, il n'y a pas de viande dedans, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. Dans les 12 produits essentiels qu'ils ont décidé pour pouvoir faire baisser justement le panier, il y a du vinaigre. Et il y a de l'huile. Il y a du vinaigre et il y a de l'huile. Donc derrière, en fait, on n'est pas sur une volonté, de vouloir baisser les prix. En Guyane, en tout cas, pour le territoire qu'on connaît et sur lequel on a travaillé. D'accord ? Pourtant, ça ne nous paraît pas compliqué, à nous le collectif en tout cas. Ça ne nous paraît pas compliqué, puisque quand on rencontre la grande distribution, il y a des moyens d'agir pour pouvoir baisser les prix. Il y a un système à modifier pour pouvoir baisser les prix. Quand on rencontre, par contre, la collectivité, par rapport à son octroi de mer, et le fait qu'il faille revoir la façon dont c'est calculé, la façon, l'assiette, etc. Par contre, là, on a bien compris, non, il ne faut surtout pas toucher. On a bien compris que là, il ne faut surtout pas toucher. Mais quand on va voir le transporteur CMA-CGM, ou quand on va voir Marfret, son collègue, là encore, il y a des solutions, il y a des propositions pour pouvoir baisser les prix. Quand on discute finalement aussi côté État et qu'on aborde par exemple le rapport de l'inspection générale des finances, côté État, ah non, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Ah bon, ce fameux rapport qui est apparemment issu de l'État même, hein, l'inspection générale des finances. Le préfet nous dit que c'est contredit par la SARA. Donc lui se fait la voix de la SARA. D'accord ? Il se fait la voix de la SARA. Donc il ne faut pas quitter non plus sur eux. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous on a fait ce qu'on devait faire. On a analysé les sujets, on a discuté avec les experts et on a des propositions. Quand on a voulu, dans cette conférence, aborder et dire mais c'est bizarre, il n'y a pas les transports. Faites dans votre truc, là, ok, il y a bouclier qualité-prix, il y a coopération, il n'y a pas les transports. Il n'y a pas les transports de riz d'ailleurs. CMA-CGM était absent. Bon, sans parler de la SARA, c'est aussi absent. Donc derrière, il n'y a pas de volonté. Donc le transport, c'est pas un problème pour vous. Ah oui, mais non, on a essayé d'avoir des sujets où on pouvait agir tout de suite. Visible. Où les résultats seraient visibles. Avec quoi? Avec bouclier qualité-prix qui est vu avec personne. Et donc les commerces, la grande distribution qui disent qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Avec quoi? Avec la vie chère sur le fleuve et on se concentre que sur la bouteille de gaz. Avec quoi en fait? On va pouvoir voir. Donc c'est une mascarade. C'est une mascarade. Donc derrière, on doit pouvoir nous continuer à travailler et à avancer sur les taxes. Oui, l'octroi de mer est un sujet. L'octroi de mer est un sujet, pas, comment dire ça, le monde, pas, sa nécessité, le fait que ça existe, mais le mode de calcul et à quoi ça sert. C'est un sujet. Et nous n'allons pas laisser ce sujet-là enterrer. Et c'est un sujet qui peut influer sur le coût des produits. Oui, aujourd'hui,
l'autonomie alimentaire grâce à la mise à disposition du foncier, etc. C'est un sujet. Mais ça, par exemple, l'autonomie alimentaire, la mise à disposition du foncier, etc. Il y a des choses qui sont possibles hein, et qui sont à la main de la CDG. Développement des filières, c'est une compétence. Développement économique, c'est une compétence de la collectivité territoriale de Guyane. Donc quand on a écouté, qu'on a vu cette espèce de mascarade qui est en train de se jouer devant nous le 8 décembre, on s'est surtout dit qu'on savait quoi faire en fait, finalement. On savait quoi faire. On ne va pas continuer à faire semblant de croire, de faire semblant de ne pas comprendre. Ou de jouer le jeu de certains qui sont assis à côté de la préfecture et qui font comme si ce n'est pas un sujet en fait. Vous imaginez que Aldis, en réunion, nous dit qu'ils ont un projet de station-service depuis des années dans les communes, de l'intérieur, et que la collectivité territoriale de Guyane dit qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Non mais c'est grave, c'est très grave. Ils ne savaient pas. Et comment on peut faire baisser le coût du prix du carburant dans les communes de l'intérieur si on n'amène pas nous du carburant là-bas? Donc, là pareil, développement économique, côté Guyane, côté CDG, une compétence qui de la collectivité. Donc, là aujourd'hui, on nous a donné une conférence. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on doit se satisfaire de cette conférence? C'est léger, je ne vous entends pas. Ok. Est-ce qu'on doit se satisfaire de continuer à être embarqué dans le fait qu'on n'assume pas nous-mêmes en fait, c'est déjà nous localement, on n'assume pas nos compétences, les compétences qu'ont la collectivité territoriale, on n'assume pas notre rôle qu'on doit jouer. Est-ce qu'on doit continuer dans ça, mesdames et messieurs? Voilà. Donc, vous aurez, voilà, aujourd'hui, les objectifs du collectif. Les objectifs du collectif restent les mêmes en fait. Nous voulons continuer à lutter et à faire en sorte qu'on puisse se nourrir. Certains ont voulu nous dire effectivement que c'était peut-être pas la priorité, il faut aller sur d'autres sujets, mais aujourd'hui en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des familles où on ne mange pas. On ne mange pas à sa faim, les enfants vont à l'école le ventre vide, et derrière c'est compliqué. Donc, on a besoin en premier point de pouvoir se nourrir, de baisser les prix. Alors, on a dit produits essentiels, mais sur les produits à définir, nous ensemble en fait, c'est pas, on ne décide pas que c'est comme eux, que c'est vite, que c'est comment dire ça, certains produits. Et d'ailleurs, hygiène et santé, c'est pas du tout dans les produits essentiels qu'ils ont définis. Se déplacer, réduire les coûts du carburant. Nous ne sommes pas la vache à lait de certains en fait. Quand on se rend compte que dans les coûts du carburant, on peut déjà enlever la rémunération d'actionnaire, qu'on peut déjà enlever le fait de payer un prix cher d'une raffinerie qui ne concerne pas toute la production de la Sahara, quand même c'est juste une intelligence en fait, de vouloir faire en sorte qu'on bénéficie d'une amélioration et que nous, notre portefeuille ne paye pas les manques en fait d'évolution de la Sahara. Les billets d'avion, là, on n'en parle même pas. On veut pouvoir se déplacer. Et quant à se loger, on veut pouvoir réduire les prix des loyers et des charges. Mais c'est pareil, quand on parle des loyers, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on apprend à cette réunion? Grâce à l'étude qui a été menée par le MODEC, ils nous apprennent aussi que c'est à la main des EPCI. C'est à la main des EPCI, le fait de définir et de pouvoir baisser les prix des loyers. C'est possible. Mais il faut entre-temps mettre les comités de travail qu'il faut et se réunir et puis acter et faire voter les choses en fait. Donc, baisser les prix du panier de la ménagère, ce n'est pas qu'une question de bouclier qualité-prix pour nous. Ce n'est pas qu'une question de bouclier qualité-prix. Oui, d'accord,
il faut définir une liste de produits, mais il faut pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, baisser les taxes. Il faut pouvoir travailler sur le coût du transport. Quand aujourd'hui CMA, CGN nous dit qu'ils sont capables, ils peuvent en tout cas commencer à réfléchir, on va pas dire qu'ils ont dit que c'était ok, ils allaient le faire demain, mais ils ont dit que c'est possible de baisser les prix du conteneur. Ils ont dit que c'était possible de faire en sorte que, aujourd'hui on leur dit que ce soit des bouteilles d'eau, bon, on va dire que ce soit, oui, que ce soit des bouteilles d'eau ou que ce soit, comment dire ça, une télé, un grand écran de télé, c'est le même prix du conteneur. Et après on s'étonne que la bouteille d'eau coûte hyper cher en Guyane, quand elle vient d'ailleurs, parce qu'on a notre Dino qu'on peut boire, hein, mais malheureusement tout le monde sait que Dino ne peut pas produire autant qu'il le faut pour la production guyanaise. Donc là, c'est pas un faux débat que de se poser la question de l'eau qui vient ici, mais qu'elle soit à moindre coût. Donc, comment le faire venir moins cher? La collectivité territoriale de Guyane, oui, son rôle à jouer par rapport à l'octroi de mer, les distributeurs et les transporteurs, qu'ils soient aériens d'ailleurs, et qu'ils soient aussi au niveau des conteneurs. Réduire le prix du carburant, je ne vais pas y revenir. Agir sur les coûts du logement, on en a parlé aussi, et renforcer l'autonomie alimentaire. Alors, est-ce que vous imaginez qu'on a réussi au forceps à faire voter une motion, quand même, sur la vie chère à la collectivité territoriale de Guyane? Je dis qu'on a réussi, hein, parce qu'on a participé à la rédaction. Ça a été à ce point-là. On a participé à la rédaction. On a dû, surveiller le calendrier pour pouvoir faire en sorte qu'on ne loupe pas l'assemblée plénière qui est censée le faire voter. Hein. On a dû revenir vers les élus pour récupérer la fameuse motion, qu'elle soit validée et signée par le président de la collectivité. Donc il a fallu y aller. Hein. Mais elle existe cette motion. Une motion qui dit que les élus s'engagent à travailler sur baisser les prix en Guyane avec le collectif. Hein. Elle existe cette motion. Elle existe cette motion où on dit qu'on va travailler sur l'autonomie alimentaire, qu'on va se donner les moyens de développer le territoire. Elle existe. Hein. Et d'accord. Où sont ces élus? Merci, M. Rodolphe Alexandre, d'être là ce soir. Voilà, l'opposition. Ok? Il y en a d'autres qu'on ne connaît peut-être pas, qui sont élus de la collectivité territoriale de Guyane. Ils sont là ce soir. Voilà. Ok? Donc, mais c'est pas pareil, c'est pas. Comment dire ça? C'est pas anodin, puisque quand on est à la conférence, à la conférence le 8 décembre, c'est nous, collectifs, qui parlons de cette motion. L'élu à côté du préfet ne parle pas de cette motion. Élu en charge du développement économique. D'accord? Pas d'élu représentant, il y a un élu sur l'autonomie alimentaire. Pas d'élu. Il y a aussi des élus sur l'autonomie alimentaire. Il y a justement Monsieur Armand, il y a quoi d'autre là? Hein? Agriculture, pêche. Hein? Ils sont pas là quand on parle de la vie chère. Hein? Vous comprenez, monsieur, votre gros problème? Parce que nous, on peut vouloir avoir plus de foncier, nous, population, on peut vouloir faire plein de choses. Mais si ces gens-là qui sont là pour nous représenter et qui votent les choses ne sont pas là pour relayer cette parole-là, on a un problème. Et donc, qu'il faut régler quand même. Hein. On a dit qu'on ne va pas. J'ai appuyé sur quelque chose. Non, je l'ai fait. Ah, c'est bon, d'accord. Donc, la motion de la CTG, j'en ai parlé, les rencontres avec les acteurs économiques, ça c'est tout ce qu'on a fait. On a fait motion avec la CTG, rencontre avec les acteurs, consultation citoyenne, on a fait, rappelez-vous, les réunions à l'université, on a fait même à Saint-Laurent, on s'est déplacé, démarche lancée pour une étude stratégique par la CTG. Donc l'étude stratégique, c'est justement pour savoir où s'apprête provisionner en carburant ailleurs que la SAR. Donc ça, on est content. Le résultat, c'est en décembre. Donc en décembre, on saura où aller chercher du carburant hors que la SAR. Mais derrière, il y aura une volonté politique pour
que le rapport le dira, et il me semble qu'il y avait déjà un rapport qui le disait, parce qu'on a demandé la mise à jour de ce rapport, je crois en 92 ou 2012. En 2012, il y avait déjà un rapport, c'est ce rapport-là qu'on a pris et qu'on a demandé de mettre à jour, de réactualiser, puisque en fait, entre-temps, il y a bien sûr effectivement des producteurs de pétrole, de carburant, qui ont disparu, selon, par exemple la question de Trinidad. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore d'actualité? C'était la question. Donc l'étude était là pour ça. Donc décembre, là, ça va se faire. Les résultats vont sortir. Et on va pouvoir se projeter sur cette question-là. Et quant à la démarche lancée pour une procédure judiciaire contre les décrets Lurel, on a les avocats. Ils ont les avocats depuis, bon, je vais être gentil, je ne vais pas dire depuis octobre 2024, c'est vrai. Je veux dire depuis janvier 2025. On a les avocats. D'accord? On sait ce qu'on veut faire. On leur a dit depuis le début qu'est-ce qu'on veut faire. On veut attaquer le décret. Parce qu'aujourd'hui, ce décret-là nous pénalise. D'accord? Il nous pénalise parce qu'on est obligé d'être dans ce système de Guadeloupe, Martinique, Guyane qui finalement, aujourd'hui, nous pénalise en termes de coûts. Pourquoi? Parce que la SARA, encore une fois, qui est celui qui est décrit dans ce décret-là, va récupérer, se fournir à 60% de produits finis, c'est-à-dire que le produit non raffiné. Je vais vous dire. Donc derrière, aujourd'hui, nous qui avons besoin de baisser nos prix, nous qui n'avons pas de raffinerie en Guyane, qu'est-ce qu'on demande? On demande à être livré en produits finis directement. Et ça, pour ça, on ne peut pas le faire à cause de ce truc-là, d'écrire. D'accord? Donc derrière, c'est un raccourci, vous aurez compris. Parce que derrière aussi, normalement, la SARA devrait pouvoir mettre à disposition ces cubes pour que d'autres puissent en fait faire entrer du carburant sur le territoire. Simplement, ils se cachent derrière ce fameux décret pour ne pas le faire. Et la préfecture à qui on a posé la question pour dire non mais on a entendu et il paraît que quand même ils ont l'obligation de le faire. Personne ne confirme à ce jour parce qu'on n'a pas les documents qui concrétisent ça. Donc, nous on veut attaquer. Il y a les avocats sont prêts à le faire. Mais qui payent, parce que malheureusement le collectif n'a pas d'argent. Donc c'est pour ça aussi qu'on va avoir la collectivité territoriale pour pouvoir faire les choses. L'étude, il a fallu payer pour la faire. D'accord? C'est après ça qui fait cette étude-là. Donc derrière, même si elle va sortir en décembre, on s'est battu pour ça, il faut financer. Donc on a été voir la collectivité territoriale aussi pour ça. Ben là, les avocats, c'est marrant. C'était dur de conventionner apparemment avec l'avocat guyanaise. Mais quand même, ils ont fonctionné rapidement avec celui de l'Hexagone. Les avocats sont prêts. C'est nous, c'est au niveau ici, là, qu'on attend. Qu'ils attendent de pouvoir faire. Donc nous, on a fini d'attendre sur l'État, on a fini d'attendre sur l'État concernant cette table ronde. C'est bon, on a compris. Tu voulais faire une conférence, tu as fait ta conférence, c'est bon. On va s'arrêter là, pour l'instant, en tout cas avec eux. Okay? Par contre, on ne lâche pas. On a besoin d'avoir des tables rondes. Tables rondes sur les thématiques qu'on sait bien précises. Donc, panier de la ménagère, carburant, billets d'avion, eau, loyer, électricité. D'accord? Tout ça, c'est des thèmes de table ronde avec des invités particuliers à faire venir. Et pour qu'on puisse, dans cette table ronde, voici ce qu'on a proposé. Qu'est-ce que vous avez comme autre proposition, pourquoi pas, ou remarques à faire par rapport à ces propositions, et quel plan d'action, quel calendrier pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord? Donc derrière, ces tables rondes-là sont indispensables en fait pour avancer. Parce que quand on nous invite à la conférence, on l'a vu, les acteurs étaient là, ils avaient des choses à dire, ils l'ont dit, mais ça n'avait aucun effet parce qu'on n'était pas là pour recueillir leur audience. On n'était pas là pour avancer et travailler dessus. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autre sujet, il n'y a pas d'autre méthode. Il nous faut. Alors, ils appellent ça atelier aussi, si tu veux. Nous, on n'est pas. Apparemment, c'est peut-être un traumatisme au combat de la Martinique, d'accord? Ils peuvent l'appeler atelier, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais nous, on veut, en tout cas, une réunion de travail où on peut prendre des décisions dedans, où en tout cas, on peut profiler des solutions dedans qu'on va mettre en œuvre.
D'accord. Donc voilà les ateliers que j'ai cités. Mais simplement, vous m'avez entendu dire. Ah, pardon. Simplement, vous m'avez entendu dire que l'État, c'est bon, on a compris. Allez. Voilà, c'est ça. L'État, on a compris par rapport à cette table ronde, comme je vous ai dit, traumatisme sûrement, c'est pas eux qui vont le faire. D'accord. Donc nous avons deux options. Et c'est là. On a deux options. Soit cette table ronde, on fait en sorte que la collectivité territoriale on va arrêter parce qu'eux, ils ont bon jeu de dire oui, on va aller chercher l'État. Ça fait juste 12 mois qu'on attendait que l'État nous reçoive. D'accord. Donc derrière, on va chercher l'État. Donc la CTG, la collectivité territoriale, va organiser ces tables rondes comme on le veut. Première option. Sachant que quand on a été les voir en octobre 2024, rappelez-vous, on avait pareil mis en œuvre ces ateliers de travail et ils l'ont fait. Donc on peut imaginer que, avec les méthodes qu'on connaît bien, qu'on puisse obtenir cela. D'accord. Mais il y a une deuxième solution aussi. Le collectif peut aussi lancer les invitations et faire en sorte que ces ateliers se tiennent, mais du coup, comme on l'attend. D'accord. Parce que là encore, il y a un risque. Si c'est la collectivité territoriale qui l'organise, c'est que ça fait 12-14 mois qu'on nous en fume, comme malade. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là, et c'est ce dont nous voulions échanger avec vous ce soir. Il y a ces deux pistes. CTG organise, le collectif est à l'initiative, bien sûr. Derrière, on invitera la collectivité, on invitera qui de droit en fonction des différents ateliers qu'on a à faire. Mais nous sommes maîtres du calendrier et nous sommes maîtres de l'organisation des choses. Mais on ne peut pas le faire sans vous. Parce que, apparemment, en Guyane, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, on n'a rien sans mobilisation, on n'a rien sans que la population soit impliquée. Même si chacun représente normalement la population, on devrait avoir notre respect. C'est pas madame. On devrait avoir notre respect, puisqu'on normalement on parle pour du cœur. Normalement, enfin, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont payées pour travailler pour nous, en fait, normalement. C'est là qui travaillent pour nous, en fait. Nous, population, de manière générale. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous. C'est la quatrième réunion publique sur la vie chère. On a besoin de vous. On a besoin d'informer, on a besoin de conscientiser, on a besoin de mobiliser, on a besoin que les choses bougent quand même en Guyane, même si derrière, on n'est pas dans un mode révolte. Hein. On veut qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas tout seul à réclamer ces tables rondes. Parce qu'en fait, si on n'a pas ces espaces de travail, on n'arrivera pas à baisser les prix en Guyane. Ils ne veulent pas les autres qui sont au courant. Donc deux méthodes, la CTG ou nous-mêmes. Vous en pensez quoi? Ben nous, c'est ça. Ben nous, d'accord. Ben nous. Donc qui dit nous, dit que c'est nous qui fait appel. Hein? On va faire des appels. Et on aura besoin de vous. D'accord. On aura besoin de nous dans le cadre de ces appels. Parce que après, et puis de dire que c'est pas un travail d'un instant, c'est pas un travail d'un instant, c'est un long combat qu'on est en train d'engager là. On le savait là quand on l'a lancé en octobre 2024. Derrière, c'est un long combat en fait. Parce que les résultats, n'en déplaisent à certains, on ne les verra pas forcément tout de suite, on les verra pas forcément tout de suite. Parce que certains trouvent que c'est trop de réunions, c'est trop de palais. Il faut qu'on se parle en fait, entre nous, les différents acteurs, pour pouvoir mettre en œuvre, définir des solutions. Il faut qu'on se parle. Et c'est pour ça que c'est indispensable. Donc après, une fois qu'on aura obtenu nos tables rondes, qu'on vous aura impliqué, que vous aurez pesé dans la négociation, ben après, il s'agira de garantir l'application, parce qu'il faudra aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au suivi, jusqu'à la mise en œuvre. Et pourquoi on dit qu'on peut le faire? Parce que c'est pareil. Quand certains acteurs de la grande distribution nous parlent, par exemple, des freins qu'il peut y avoir au
au niveau des taxes, au niveau des produits interdits, au niveau des contrôles, etc. On a justement ce que j'ai vu rentrer le parlementaire. Merci, Jean-Victor Castor d'être là. On a besoin des parlementaires. On a besoin des parlementaires sur la vie chère. Ils ont fait cette loi, et je les ai entendus en parler, ils ont fait cette loi sans vraiment consulter les territoires, sans vraiment prendre en compte ce dont nous avions besoin. Ben, plus que jamais, on a besoin aujourd'hui de revenir sur des problématiques. Vraiment, je pense qu'on ne se rend même pas compte que c'est possible. On nous dit par exemple, côté Hyperlu, qu'il y a des promotions nationales. Hyperlu, c'est une chaîne, c'est une marque, d'accord? Il y a des promotions nationales. On fait venir, bien sûr, on sait toujours se nourrir de produits qui viennent de l'Hexagone, d'accord? On aimerait bien produire tout ce qu'il faut pour manger, mais c'est pas le cas, d'accord? Donc il y a des produits qui viennent de l'Hexagone. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas le droit, nous on n'a pas le droit, en tant que territoire d'outre-mer, de bénéficier de certaines réductions spécifiquement dédiées à l'Hexagone. D'accord? C'est-à-dire que nous, mais comme ils ont dit aussi, quand ils ont dénoncé que dans certaines lois, il y a des petits astérisques qui disent sauf outre-mer. D'accord? Donc là, c'est pareil. Mais ça, on a besoin des parlementaires pour pouvoir le casser. On a besoin des parlementaires pour changer cette réglementation qui fait que pourquoi on n'y a pas de droit, par exemple. Le contrôle phytosanitaire. C'est Madame Choutiam de Hyperlu qui expliquait que le conteneur, il y a un contrôle phytosanitaire au départ du Havre. Quand il arrive en Guyane, nouveau contrôle phytosanitaire. C'est comme nous à l'époque, quand on est là, à Orly, contrôle papier, l'autorité cayenne, contrôle papier. Comme ça, en plein vol, on est sorti de l'avion et il faut nous contrôler l'arrivée. Mais c'est la même chose. Mais là, c'est payant. Et donc, c'est pas des financements. Quand ils payent, on est perdu sur le consommateur. Et souvent, les produits arrivent abîmés. C'est ce qui montre le produit arrive abîmé. Donc, on a des choses déjà qu'on peut faire en fait. Par exemple, CMA, CGM nous ont dit qu'ils peuvent réduire les coûts, etc. On va les revoir. On les revoit dans un atelier et on discute de comment on met ça en œuvre. Je ne sais pas si on n'a pas déjà signalé dans une conférence. Toujours, Hyperlu expliquait qu'il y a eu une pénurie du sucre. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, il y a des paquets de sucre, c'est marqué Demerara. Eh bien, ce sucre-là, ils ont allé le chercher au Brésil. Ils ont payé 70% du droit de douane. D'accord? Puisque le Brésil, c'est un pays étranger, donc les droits de douane, ça paye. 70% de droit de douane, malgré ça, il est moins cher que le sucre qu'ils importent auparavant. Donc, quand on parle de coopération régionale, c'est ça. Et le problème qu'il y a, c'est que le point de contrôle frontalier ou le PIF, point d'introduction frontalier, ils l'ont mieux dégradé qu'à nous. Ils n'ont pas mis un PIF à Albina, à Saint-Laurent, ils n'ont pas mis de PIF à Saint-Georges, ils l'ont mis à Décadécal, et donc eh bien, on ne peut pas, c'est pas tous les produits qui peuvent rentrer par bateau, donc on aurait pu faire entrer des produits par la route, ça n'est pas possible. Donc ils ont mis un point de blocage. Étant bien entendu que ce n'est pas que l'État qui est concerné. La Chambre du commerce est partie prenante aussi dans l'introduction dans la mise en place des prix. Et par exemple aussi, ils nous disent que ça coûte plus cher de faire venir les produits frais. Bien sûr, ça coûte plus cher de faire venir les produits frais. Mais quand en fait ils regardent pourquoi, c'est qu'une question de réglementation. C'est qu'une question de réglementation. Donc, voilà ce qu'on dit. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre sur la table, qu'on peut avancer, bien sûr. Après, il restera des éléments comme effectivement, c'est pas nous, il y a les chambres de commerce qui c'est pas nous qui allons pouvoir décider qu'il faut absolument mettre le centre de contrôle pause d'introduction frontalier à Saint-Georges ou à Saint-Laurent. Au début, apparemment, on nous a dit qu'au début, dans les projets, c'était bien ça, c'était Saint-Georges. Et finalement, il a atterri à Décadécal. Donc, à aujourd'hui, pareil, plus de contrôle et les contrôles qu'il faut mettre en œuvre. Aujourd'hui, l'autorité de la concurrence, elle est totalement inefficace sur notre territoire. Totalement inefficace. On le voit avec les grands groupes qui font ce qu'ils veulent finalement, ils se sont enchaînés. Donc, il y a bien des choses à mettre en place. Et aujourd'hui, il s'agit de le faire. Voilà.
Alors, combien de monde nous qui bien, s'il vous plaît, au prochain appel, pour aller chercher nos tables rondes et nos ateliers? Combien de monde, s'il vous plaît? Il y a 2 mains. Parfois, il y a 2 mains. Bon, ben, voilà, toujours. C'est pas grave. En fait, on n'a pas. Merci. Donc voilà. Est-ce qu'il. Ah, en plus, on a des jeunes. Merci. En plus, on a des jeunes. Oui, tu voulais intervenir. Non, moi, ce que je voulais vous dire aussi, parce que je propose de mettre ça en débat, c'est que mon sentiment, au bout de toutes ces rencontres-là, pour moi, il y a une connivence entre la CTG, la préfecture, la grande distribution, la SARA, pour que les choses restent en l'état, pour le statut. Ils ne veulent pas changer ça. Donc quand on vient gratter, essayer de comprendre, et on comprend aujourd'hui les mécanismes, quelque part ça les dérange parce qu'ils ne veulent pas changer. Nous, mon sentiment, c'est que, premièrement, l'État aurait dû réagir. Il y a un rapport qui dit voici comment la SARA est dans la plus totale irrégularité. La SARA est en train de couper une autre le consommateur. L'État ne réagit pas, mais la CTG non plus. La CTG est concernée. C'est elle. D'après vous, pourquoi la CTG n'intervient pas? Quel mécanisme? Hein? Je pense qu'ils sont gagnés pour